Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire et un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà, donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour DMG. Bonjour à toute la communauté. Je suis une de vos abonnés et le fait d'entendre les autres histoires m'a vraiment donné l'envie et le courage de raconter la mienne. Je suis une Camerounaise du Grand Nord et tout commence à ma puberté. Aux environs de mes 13 ans et demi, j'ai eu mes premières règles. Après cela, j'ai commencé à voir un homme dans mes rêves. La première fois, il s'était en carreau, mais de plus en plus, il se rapprochait. Un peu comme quand on va attirer un enfant. Aujourd'hui, on est loin. Demain, on se rapproche un peu plus. Après, demain, on lui donne des bonbons, ce genre de choses. Au point où on a sympathisé, on est devenus proches. Des bons amis, mais dans les rêves. Et au début, je ne voyais pas d'inconvénient. J'étais une jeune fille très réservée, très timide. Je n'avais pas beaucoup d'amis, très calme. Et je pensais que c'était mon cerveau qui avait créé cela pour que je puisse me détendre dans les rêves. Il m'amenait voir des endroits, visiter des endroits que je ne pouvais pas voir ici. Des bels endroits, on se promenait, on riait, on s'amusait. C'est vrai que c'était un jeune homme, moi une petite fille, mais j'avais 13 ans et demi et j'étais naïve. Maintenant, lorsque j'ai eu 17-18 ans, il a commencé à se montrer un peu possessif. Je me faisais assez courtiser. Il se montrait jaloux. Je ne savais pas pourquoi, mais ça ne me dérangeait pas plus que ça. De toutes les façons, les hommes qui me faisaient la cour ne m'intéressaient pas. Et une nuit, lorsqu'il a apparu, il me dit tu viens, j'aimerais te montrer un endroit. Et moi je dis d'accord. Il me dit tu vas adorer. Je dis ok. Et on est parti dans un endroit vraiment beau. Oui, très beau. C'est la première fois que j'avais vu un tel endroit et ça a été même la dernière fois. C'était franchement un très très bel endroit. Une fois là-bas, on s'amusait, on se promenait, il y avait du vent, des grands arbres, c'était vert, c'était beau. À un moment, il s'arrête, il se met devant moi, il me caresse la joue, il me tient la main. Il me dit, je serai toujours là, tu es à moi, tu m'appartiens. Et moi, je souris, je ne vois rien de bizarre dans ça. Je le regardais et j'avoue que ce jour-là, pour la première fois, j'ai vraiment réellement vu son visage. Parce qu'avant même, si je le voyais, c'est comme si je ne le voyais pas. Quand je me réveillais, j'étais incapable de le décrire. Mais cette fois, c'était différent. Je l'ai vu et j'ai vu un jeune homme devant moi. Très grand, très beau. Franchement, c'est comme si on avait pris la représentation d'un bel homme que j'ai dans ma tête et on l'avait mis devant moi. C'était incroyable. Je n'ai pas vu le mal venir. J'ai accepté ce qu'il a dit. Il m'a serré très fort dans ses bras et on s'est embrassé pour la première fois. À partir de là, les choses ont changé. Les choses ont changé parce que souvent je me réveillais avec cette impression d'avoir couché avec quelqu'un. Je me réveillais avec des douleurs en entrejambe, souvent des échymoses et des bleus au niveau des cuisses. Souvent j'avais mal, franchement partout, et sans savoir vraiment ce que j'avais fait la nuit. Et souvent même, je rêvais que je faisais l'amour avec quelqu'un sans vraiment savoir qui c'était, ni même quoi d'ailleurs. Mais je ne sais pas si c'était à cause de mon âge ou de la honte
ou de quoi d'autre, mais je n'en ai pas parlé. Je n'en ai parlé à personne. Et lorsque j'atteins environ 22 ans, je dirais, j'ai commencé à me rebeller un peu plus, de plus en plus. C'est vrai que j'étais sortie avec quelques hommes entre-temps, mais c'était des relations qui ne duraient pratiquement pas et qui n'allaient pas loin. Genre quelques jours et puis ça s'arrête sans raison. Moi-même, je ne savais pas pourquoi, mais ça ne marchait pas. Soit l'homme il disait, bon, il veut plus pour rien, soit c'était moi. Le plus souvent, c'était moi, mais tout s'arrêtait sans raison. Je me montrais de plus en plus rebelle. Et quand un homme me faisait la cour, il aimait bien se moquer. Il disait, ne perds pas ton temps, ça va pas marcher. Il n'y a que moi qui peux t'aimer. Il va te laisser. Tu m'appartiens. C'est ce qu'il disait. Et moi, sous l'effet de la colère, je sortais souvent avec cette personne. Mais après quelques jours, je retirais mes pieds moi-même, sans raison, et je laissais. Maintenant, à mes 23 ans, j'ai rencontré un gars, un homme que j'aimais bien. Pour la première fois, je me sentais vraiment bien avec le sexe opposé. Je ne sortais plus avec, je voulais plus sortir avec quelqu'un juste pour que mes amis, pour me montrer à mes amis que, ok, moi aussi j'ai un gars. Ou pour me sentir normal. Non, je sortais avec lui parce que je le voulais. Il m'a catégoriquement interdit de m'approcher de ce type ou même de sortir avec lui. Mais plus il me disait ça, plus ça m'encourageait. Plus j'avais envie de le faire. Et on s'est mis ensemble. Maintenant, j'ai eu la mauvaise idée, n'est-ce pas, de vouloir coucher avec mon petit ami, le vrai. Après tout, j'avais 23 ans, je n'avais pas encore couché avec un homme, je me sentais pas très normale, vu notre temps, la période, de sa vie. Et c'est comme s'il avait senti ma catégoriquement interdit de le faire. Mais je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'arrivé un moment où on réfléchit plus mal que d'habitude, où j'étais désespérée, mais j'ai pensé qu'en faisant cela, en souillant mon corps, il allait me laisser. Je l'ai vraiment pensé. Ça m'a plus encouragée à le faire. Et on a décidé de le faire avec mon petit ami qui connaissait plus ou moins l'histoire, parce que je lui avais quand même raconté des petits brans. Pas tout, mais en quelque sorte. Il dit d'accord, ouais, on était d'accord, on décide de le faire. On a eu à faire peut-être 20 tentatives, oui, environ 20 avant de réussir. On a réussi à coucher ensemble, c'était l'année dernière. J'avais 24 ans, à la fin de l'année dernière. Et on réussit enfin à le faire. Et quand ça arrive, j'ai cru avoir réussi à me débarrasser de ce que je peux considérer comme un esprit qui me hantait. Mais c'était là ma plus grosse erreur. Il a disparu quelques jours. J'étais contente, j'étais aux anges et je me suis dit, ah, enfin, je suis normale, je suis comme toutes les filles de mon âge, j'ai un petit ami, je suis plus vierge et tout ce qui va avec. Et c'était une grosse erreur parce que après quelques jours, il est revenu, mais il se montre franchement violent et agressif. Là, quand je me réveillais, j'avais franchement l'impression qu'on m'avait défoncé toute la nuit. Les marques de morsure étaient visibles, les échymoses, les bleus. Franchement, parfois, quand je me réveillais, j'étais tout simplement incapable de marcher à cause des douleurs que je ressentais à l'entrejambe. Et j'ai franchement commencé, même dans mes rêves, je voyais comment on me violait. C'était juste affreux. Et c'est des trucs qu'on ne souhaite à personne. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai commencé à le voir. Il a commencé à se manifester physiquement. Ce n'était plus dans les rêves, mais là, même physiquement. Une nuit, alors que je dormais pas profondément. La lumière était allumée. Il s'est approché. Bon, j'ai senti un truc s'approcher de moi, s'asseoir là, à mon chevet.
s'asseoir tout juste à côté, me caresser la joue, les cheveux et tout le corps même d'ailleurs. Je me suis réveillée en sursaut. Et quand je me réveille, il était juste là. Il a disparu devant moi. Je l'ai vu disparaître. Non mais ce jour-là, j'étais abasourdie, je savais même pas quoi penser. Je ne savais pas quoi penser. Quelques jours après, pendant que, en pleine journée, hein, ce jour-là, c'était en journée. Non mais, j'ai vu son ombre. Il était là, à côté. Non seulement je l'ai senti comme je le sentais souvent, mais là, j'ai encore vu son ombre. Juste derrière moi, il était là. Et il adorait faire ça. Souvent, alors que j'étais là, alors que je suis là tranquille, je sens comment il est derrière moi. Je sens comment il est là au niveau de mon cou. Un peu comme s'il me donnait un baiser au cou, je sais pas. Je sens comment il y a comme une main qui me tient la taille. Je pensais que je devenais folle. Je pensais que j'avais un problème mental. Alors je décide de me faire consulter. Je suis allée dans plusieurs endroits, en santé mentale et tout. Tout ce qu'on me dit, c'est que ok, vous souffrez de dépression ou bien vous êtes trop anxieuse. Alors c'est tout ce qu'on trouve. Et jusque-là, je ne parviens pas à savoir exactement ce qui ne va pas, c'est quoi mon problème. Est-ce que c'est vraiment mon esprit qui a juste imaginé des choses ou est-ce que je suis, hantée ou qu'est-ce qui se passe? Je suis incapable d'expliquer ou de dire cela. Et quelques temps après, bon, avec mon petit ami, on se brouille sans raison pour rien. Ça ne marche plus, je sais pas. Et quand celui-là part, monsieur revient dans les rêves. Il est là, comme si rien ne s'était passé, tout gentil. Un peu comme avant au début, il est là. Et je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis franchement dépassée parce que je ne sais pas comment faire pour me débarrasser de lui. Comment faire pour qu'il me lâche. Comment faire pour enfin être normal comme les autres. Et c'est pourquoi j'aimerais aussi avoir des conseils. J'aimerais avoir vos différents avis. La dernière fois que je suppose qu'il a couché avec moi, je l'ai, dans la nuit, pendant que je rêvais, j'ai fait un rêve où on couchait avec moi là-bas. Je suis incapable de dire si c'est lui ou c'était un animal ou c'était quoi, mais c'est arrivé dans les rêves, c'était lui. Je suppose que c'était quand même un homme. Et quand je me suis réveillée, c'était bien clair que j'avais fait cela la nuit. Et ça ne fait que quelques jours. C'était la dernière fois. Et jusque-là, j'ai peur de dormir. Je souffre d'insomnie. Je ne sais plus quoi faire. C'est juste affreux. C'est franchement une situation désagréable. Et je ne sais pas quoi faire. Alors, j'aimerais avoir vos différents conseils, si possible. Plus d'éclaircissement. J'ai franchement besoin d'aide. Et je vous remercie franchement de m'avoir écouté. Merci à vous DMG. Et on se retrouve dans l'espace commentaire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG. Bonjour la famille. Bonjour la team. Voilà. Je viens aujourd'hui vous raconter un phénomène. Je vais appeler ça un phénomène parce que je ne sais vraiment pas dans quel cas mettre cette histoire. Et il faudrait bien que quelqu'un nous explique. Voilà l'histoire. Un frère à moi, cousin, ses frères, amis, ses frères, ok? Nous sommes des Africains. Donc un frère à moi, il était là plus de 25 ans. Ils aimaient tous s'entendre qu'ils vont en aventure, C'était la mode, hein. C'était la mode, il n'y avait pas encore des catastrophes. C'était des pays limitrophes, voilà. Alors, limitrophes avec le Cameroun, bien sûr.
Ils avaient l'habitude entre la Guinée, le Gabon, voilà. Et ils décident, comme la plupart ramenaient des échos, ils entretenaient la famille, le village, on se disait que ça marche bien. Donc voilà, ils se décident aussi à aller chercher sa vie. Donc ils prennent le car, hein, comme tout le monde. La plupart, c'était soit les commerçants, soit les petits jeunes aventuriers et tout. Lui, il n'avait pas l'habitude, c'était sa première fois. Au niveau de la frontière, le chauffeur gare, voilà, et ça, pour que tout le monde se soulage et tout. Et s'il y en a qui veulent acheter quelques trucs et tout, on a 15 minutes, bon, voilà. Dépêchez-vous parce qu'après, on ne va pas attendre tout le monde. Et vous les hommes, à cet endroit, jusqu'à ce qu'on arrive, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Mais ne buvez jamais la bière d'une personne. Ne mangez jamais, même un beignet. Faites-vous acheter ce que vous voulez, soulagez-vous et soyez les premiers à rentrer dans le car. Je vous le dis et je répète, ne prenez rien de personne. Ne prenez rien de personne. Ça, c'est pour les hommes. Les femmes, faites ce que vous voulez. Je ne sais pas s'ils ont compris ça autrement ou je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Ils sont descendus du car et je ne sais pas si c'est l'hypnose, si c'est une autre dimension. Je ne comprends pas. Le cousin, il descend, il se soulage. Il n'a rien à faire, il faut que tout le monde soit rassemblé. Et il y a un monsieur costaud, sympa, avec le sourire. Alors mon petit, vous allez chercher la vie, hein? Ah oui, papa, on va chercher, on va aussi se débrouiller, c'est, voilà. Ah, vous êtes courageux, les enfants, vous êtes courageux. Bon, viens trinquer avec moi. Ah, je suis pressé et tout. Non, non, on prend un verre là-bas et voilà. On va partager. Ici, on a l'habitude de partager, hein. Le cousin va prendre un verre. Il boit avec le monsieur. Toute la convivialité du monde. Et à peine il a pris une gorgée, le bar commence à se remplir. Ça faisait bar épicerie, hein. On trouve le bar, bien sûr. Il y a du pain, il y a des sardines, il y a... Voilà. Donc, ça commence à se remplir autour de lui. Il est dans un état euphorique comme ça, là. Il rigole avec ses messieurs et tout. Ils sont tous costauds. Et le petit jeune, voilà, il a la force de la jeunesse et tout. Et 2, 3 messieurs sont déjà dans la bande et tout. Ils ont juste demandé, le chauffeur a envoyé une dame de donner son nom pour relever sa carte d'identité. Ils sont entrés dans le car et le chauffeur a démarré le car. Les autres disent, mais chauffeur, il reste un là, le petit. Le chauffeur dit, on ne peut plus rien faire pour lui. On y va. Oh, mais, calmez-vous. Moi, je fais mon travail. Celui qui veut, il descend, il va les rejoindre. Tout le car a fermé son clapet parce que c'est les chauffeurs. Ils savent de quoi ils parlent. Et tout le monde a été averti. Les hommes, ne touchez à rien. Achetez ce que vous voulez. Ne prenez rien de cet endroit.
Voilà qu'ils avancent. À un certain moment, ils ont dépassé ce village. Ils sont un peu plus posés. Et là, le chauffeur leur dit, dans ce village, il y a une dame. Cette dame est mariée à plus de 30 hommes. Les hommes sont ses esclaves. On la lave, on met le vernis, on l'habille. Certains font des tâches ménagères. Ça cuisine, ça fait tout. Ils vont au champ, ils font les cacao, machin, toutes les plantations. Elle est riche, elle ne bouge pas, elle est riche. Ils vont vendre partout, ils reviennent. Cette dame ne bouge pas. Donc, ce sont ses propres maris. Quand une voiture, un car s'arrête par là, ils viennent voir les petits jeunes bien costauds et tout, parce que ça vieillit aussi chez elle, hein, ça vieillit. Donc après, il faut des muscles, il faut de la fraîcheur, il faut la main-d'œuvre. Dès qu'ils viennent, on ne sait même pas qui va se pointer. Et les gens qui habitent là, eux, ils savent. Ils savent. Donc, ils ne vont pas te dire directement devant, ils risquent leur tête. Hein. Non, non, le monsieur là, laissez ce gamin. Chacun pour sa gueule. On a dit, oubliez ce garçon, on n'y a plus rien à faire. Dès qu'ils te prennent, ils te parlent, tu bois un verre, tu manges un beignet, c'est foutu pour toi. C'est foutu pour toi. Même un commando vient racler le visage. Non, non, non. Tu vas le chercher, viens, on rentre, il te demande d'aller voir sa femme. Il n'y a pas, ça dit que 30, 40, 50, vous seriez tous ses maris, quoi. Il n'y a pas une fille qui traîne par là. Et ça s'arrange toujours à avoir une seule fille qui fera le relais. Donc, elle te forme là, on commence à s'occuper de toi, toute petite et tout, et tout, et tout. Une histoire de fou. Alors, ce cousin est là-bas depuis des années. Depuis des années. Je vais au deuil de sa maman pour un fils unique. Je demande comment il va, il vous parlait d'aventure. Personne ne me répond. Personne. C'est mon frère qui m'appelle à côté pour dire écoute, il reviendra jamais. Il reviendra jamais, il est mort. Non, 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 il reviendra jamais. Il est marié. Mais qu'est-ce que c'est que ce mariage où tu ne peux pas rendre visite à ta famille? Il me raconte l'histoire. Je dis mais c'est fou cette histoire. À chaque fois qu'il y a deuil, ils partent, ils lui passent le message. Et il doit passer le message devant la dame. Hein. Et la dame juge s'il est bon et quelle somme il a envoyé à la famille selon les besoins. Pour le deuil de sa maman, elle a remis une enveloppe de 50 000 francs CFA. C'est sa contribution. Il passe là-bas, oui, tel est malade et tout, et tout, et tout. La dame, ça dit que tu vas demander à la dame, on l'appelle devant tous les hommes. Elle va dire, bah écoutez, hein, si tout le monde venait ici parce que son père, sa mère est malade, hein, ils peuvent se débrouiller. Tu ne discutes pas, tu prends ta route. Et la plupart, ils envoient les femmes, hein, parce que toi, l'homme, en allant même plaider la cause de ceci, tu risques d'y rester, quoi. Je ne savais pas que ça existait. Parce que dans un monde normal, une seule femme ne peut pas avoir plus de 30 maris. Et ils te disent, hein, non, non, nous sommes mariés. Et ils s'entendent très bien. Mais très bien.
ils font tout ensemble, ils cuisinent. Tant qu'elle n'a pas mangé, personne ne mange. Et il lui faut plusieurs mains. Parce que selon ses humeurs, elle peut manger ça ou ça. Ils attendent. Ils la regardent comme, je ne sais pas, une apparition mariale. Ils attendent. Elle finit de manger, ils débarrassent et tout, la sieste et tout, et tout, et tout. On arrange son dos et des coussins pour s'assurer que madame est bien, madame ceci, madame cela. Je trouve ça. Je me suis rappelé de ça et j'ai trouvé ça mystique. Donc, si quelqu'un d'autre a connu une histoire pareille, venez nous éclairer. Parce que là, je crois vraiment que c'est des gens qui ont été vendus. Ils n'ont pas besoin de mourir. Donc, ils restent là. Ils servent tout le monde est au courant. Tout le monde le sait et personne ne peut rien faire. Personne. Personne ne peut rien faire. Les gars sont envoûtés, ils viennent, ils vous envoûtent. Tu prends un verre, tu prends tout ce que tu veux, tu manges un beignet, tu parles, tu réponds à une personne, tu es parti. Et tu vois comment ton frère est en train de partir comme ça. Le chauffeur appelle, donc ils ne klaxonnent plus. Vous êtes averti une seule fois et tous les chauffeurs le savent. Une seule fois, ils précisent avant de sortir du car, ne touchez à rien, ne faites rien. Si vous voulez acheter un truc, achetez et rentrez. Voilà comment un cousin est resté dans cette ville ou ce village. Voilà. On a même, on s'attend plus à un retour, on s'attend même plus à un cadavre pour enterrer, on s'attend plus à rien. On sait que bon, il est parti, il est parti. Parti dans la journée, parti parce qu'il est mort. Bon, bref, il est parti. Vous imaginez la douleur. Vous savez que quelqu'un vit, il est tenu esclave quelque part, aux yeux, au su de tout le monde. C'est dur, c'est dur. Je ne pense pas que ce soit naturel, vraiment. Donc la famille, continuons à faire attention. Rien n'est acquis, on apprend tous les jours. Donc veuillez partager, ça fait du bien. Likez, ça soutient la plateforme. Et commentons, ça peut apporter des solutions et voilà, ça donne la force. Je vous souhaite bien le bonsoir. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir BMG, bonsoir à toute la communauté. Je tiens d'abord à exprimer toute ma gratitude pour l'initiative parce que pendant longtemps, j'ai toujours voulu avoir une page sur laquelle je pouvais aller un peu traîner pour suivre certaines histoires et heureusement que je suis tombée sur ta page. Je suis vraiment contente parce que tu continues, tu tiens bon, bref, tu te décourages. Je tiens à raconter ma petite histoire. C'est vrai que depuis, je suis un peu dubitative. Mais aujourd'hui, j'y repensais et je voyais les bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai décidé de me lancer un peu. Mon histoire se déroule en 2016. En 2016, je faisais la classe de première dans un lycée de la place au Cameroun. J'avais déjà fait la classe de première 6 fois. J'ai composé 5 fois parce qu'il y a une année, et bon, j'avais pas étudié, je suis pas partie. Bref, j'étais un peu une fêtarde, j'étais plus dehors, les cahiers, c'était pas trop mon truc. Mais la 6e année, je crois, j'avais déjà décidé de ne plus repartir à l'école parce que j'étais déjà un peu découragée et je me disais que j'étais déjà à un âge avancé.
Heureusement que j'avais parlé avec un de mes ex avant. Il m'a dit non, tu n'as pas à te décourager. Moi, j'ai eu mon probatoire, j'étais un peu plus vieux et toi, tu es encore trop jeune, donc tu peux réessayer. J'ai donc décidé ce jour-là que d'accord, je vais réessayer, mais il y a quelqu'un qui doit mourir. Soit le probatoire meurt, soit moi je meurs. Bon, quand j'ai fini de dire ça, je suis repartie à l'école l'année d'après. Quand je suis partie, bon, je faisais les petits efforts quand même, je me battais parce que je me suis dit, ah, faut quand même que je mette le paquet et tout. Je me suis outillée pour présenter mon examen. L'histoire donc commence pour entrer, bref, pour aller à l'essentiel. Quand je pars, l'histoire, ça commence quand là? Un mois, je crois, un mois avant mon examen, j'ai mon téléphone, l'écran s'est cassé. Quand l'écran s'est cassé, j'avais tellement la tête dans mon examen que c'était même pas trop important pour moi. Je me suis dit que j'allais trouver une solution après les compos. Donc, c'était pas bien grave parce que ça me distrayait déjà. Donc, c'était une aubaine pour moi. J'ai donc décidé de rester comme ça. Je recevais juste des appels, je pouvais plus lire les messages. Un mois plus tard, je crois que je suis tombée malade, peut-être à une semaine de l'examen, chose qui ne m'est jamais arrivée. Je suis tombée malade, malgré ça, je lisais toujours mes cours, là, j'étais couchée, je lisais et je me disais toujours que quelqu'un doit mourir cette année. J'ai fait des efforts, je suis partie composer, ça n'allait pas beaucoup, mais je pouvais quand même me lever, je suis partie composer. Quand je pars composer, j'ai commencé à écrire, j'ai fini d'écrire tout ce que je connaissais. J'ai essayé de demander à mes camarades. Ils ne connaissaient presque pas. Genre, bref, du moins ce que j'avais déjà sur ma copie, il avait également. Ça m'a découragée et puis j'ai dit d'accord, je vais travailler seule puisque ça ne sert pas à grand chose. J'ai fini de composer. Quand je suis rentrée, les résultats sont sortis quelques temps après. Elle m'a samedi, oui, c'était samedi. Il y a un de mes professeurs, parce qu'à l'époque, là, je sortais avec un de mes professeurs. Il m'a appelé, il me dit, mais tu as réussi, il faut arroser et tout, et tout, et tout, et tout. Je lui dis, ah, je vais d'abord me rassurer que ce soit le cas, parce que je ne veux pas arroser un truc. Il me dit, non, tu as réussi. Je lui dis, d'accord, je vais aller me rassurer. Le dimanche, là, je suis partie au lycée. Évidemment, le lycée était fermé, puisque c'était un dimanche. C'était fermé. Je me suis donc arrêtée chez ma camarade avec qui je marchais à l'époque, donc mon amie de l'école. Quand je m'arrête chez elle, je lui demande, mais comment tu as fait? Elle ne me répond pas, elle sourit. Je lui dis, d'accord. Comme tu souris, je suppose que tu as réussi. Elle me dit, mais toi, tu as échoué, non? Mais tu souris. Et je tiens à souligner que j'ai rêvé d'elle qu'elle avait réussi. Et moi, généralement, quand je rêve qu'une personne a réussi, c'est l'inverse qui se produit. Et quand je rêve qu'elle a échoué, c'est plutôt l'inverse. Bref, inversement. Je lui dis non, moi, je n'ai pas échoué, j'ai réussi. Elle me dit comment ça? C'est à l'instant là qu'elle appelle un de nos camarades. Quand elle appelle notre camarade, je lui dis effectivement, elle a réussi. Je dis ok, il n'y a pas de problème. On a fini de causer là et tout. Moi, je suis partie puisque j'avais un gars là, mon titulaire de l'époque qui vivait dans les parages. Je me suis arrêtée chez lui, histoire de lui annoncer la nouvelle puisque c'est lui qui payait mes études et tout. Quand j'arrive et tout, je lui dis que ouais, j'ai réussi et tout, mais il me dit que non, cherche à te rassurer, il faut que tu voies ton nom. Je lui dis que le lycée est fermé, moi j'étais au lycée, c'était fermé. Il dit non, fais tout pour voir d'abord ton nom. Je rappelle mon professeur là, je lui dis que mais est-ce que tu es sûr que j'ai réussi? Il me dit mais ton nom c'est tel nom? Je dis oui. Il me dit voilà, j'ai les listes. Si tu as un téléphone Android, un numéro WhatsApp via lequel je peux te transférer,
Tu m'écris et puis je vais te transférer. Je l'ai fait et puis il m'a envoyé la liste. Effectivement, j'avais réussi. J'ai donc pris ma puce histoire de l'insérer dans un téléphone et voir un peu comment les gens m'ont félicité, quoi. Quand je mets, le seul et l'unique message que je reçois, c'est celui de ma camarade là qui me dit que Asia, ma puce, l'année prochaine n'est pas fériée. Moi, je dis au gars que vraiment, moi, je comprends pas. Parce que demain ou après-demain, on va dire que je suis méchant, je suis quelqu'un de bizarre. Ça, c'est encore quel comportement comme ça, là. Je lui dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Il me dit, non, toi, tu es trop bizarre. Pourquoi maintenant tu veux te fâcher? Pourquoi tu veux t'énerver? Je dis que non. Ça, c'est des signes pas très bien. Puisque moi, j'avais déjà dit que l'année, si quelqu'un devait mourir, ça veut dire que elle m'a écrit samedi. Les résultats sont sortis un samedi. C'est samedi qu'elle m'a déposé son message. Et c'est dimanche devant moi qu'elle appelait un de nos camarades pour se rassurer que j'ai réussi. Je suis restée tranquille. J'ai juste dit que, ok, à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus mon amie. Moi, je ne marche pas avec des sorcières parce que ça, c'est un signe de sorcellerie. Tu peux pas faire que tu t'es pas renseigné sur les résultats d'une personne, mais tu lui donnes les résultats la veille. Et c'est devant moi qu'elle prenait le renseignement. Je suis restée tranquille. Donc, ça, c'était l'une de mes histoires. C'est une histoire qui m'a tellement marquée et j'ai tenu à la partager parce que très souvent, on parle des vols d'intelligence, des vols d'examen. Ce sont des choses qui existent, mais bon, on ne fait pas toujours cas. J'ai compris avec le temps que si elle n'a pas pu me voler mon examen, c'est parce que je n'avais pas triché. Car si j'avais triché ce jour-là, elle allait me prendre cet examen-là. Étant donné que je n'ai pas triché, et bref, heureusement que Dieu m'avait aidé, parce que c'était pas délibérément que je n'ai pas triché. Le Seigneur a bloqué tout pour que je ne triche pas et tout. Et il a même cassé l'écran de mon téléphone parce qu'il savait que si j'apprenais la nouvelle, j'allais trépasser. Et aussi, bref, il y a tellement de messages, il y a tellement de choses à retenir. Je retiens déjà au niveau de mon téléphone que parfois, il y a des situations qui peuvent nous arriver. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, mais le Seigneur permet que ça arrive parce qu'il veut nous préserver de quelque chose. Si mon téléphone ne s'était pas cassé, je serais morte aujourd'hui. C'est combien? 8 ans plus tard, ou bien ouais, 2016-2024, je serais morte depuis. Et j'ai également retenu qu'il faut éviter de tricher. Parce que très souvent, les mamans nous disent souvent, non, quand tu parles, il faut regarder à côté, il ne faut pas composer comme ça et tout, non. Il faut enseigner à nos enfants à ne pas tricher. Parce que pour qu'on te vole quelque chose, il faudrait que tu aies ouvert les portes. Mais ce jour-là, j'ai eu la grâce que le Seigneur ait fermé toutes les portes et tout. Elle n'a pas pu arriver. Elle n'a pas pu arriver à son but. Et voilà, aujourd'hui, je suis plus son amie. Depuis 2016, j'ai coupé les ponts avec cette fille et tout. Donc, faisons très attention. Soyons des gens bien, c'est ce que moi je peux dire parce que je ne lui ai jamais voulu de mal. Je ne sais pas pourquoi elle me voulait autant de mal. Et je suppose qu'elle avait cette assurance-là parce qu'elle a vu son nom. Étant donné qu'elle avait réussi, elle était sûre à 100% que moi j'avais échoué. Maintenant, je ne sais pas à qui elle a volé le probatoire. Elle va devoir le payer tôt ou tard. N'oublions pas de partager, liker, de commenter. Du courage DMG dans l'initiative. Je vous reviendrai avec encore plus d'histoires. Celle-ci, j'ai d'abord tenu à la partager parce que elle me tenait beaucoup à cœur. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour toute la communauté DMG, bonjour tout le monde. J'ai connu cette chaîne, ça fait pas longtemps, au mois de décembre.
Depuis là, je suis les histoires. C'est intéressant. Ça sensibilise beaucoup. Et j'ai envie de faire aussi mon témoignage. J'ai acheté un terrain, j'ai construit un nouveau quartier. Nous étions les 3e personnes à rentrer, mon mari et moi. On a trouvé 2 personnes avant nous. Un peu de temps après, un jeune homme est rentré aussi. Il a acheté une parcelle, celle qui était à côté de mon terrain. Il est venu se présenter à nous. Il fait désormais partie du quartier. Bon, je lui ai dit, bienvenue mon frère. Moi, je suis là. Il a commencé à faire ses travaux de construction. Il n'a pas tardé. Bon, je lui ai dit, si quand tu viens faire tes travaux, nous on a déjà l'eau, le courant, tout est là. S'il y a à manger, tu termines, tu passes, nous dis au revoir. S'il y a à manger, on mange. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Bon. Après, il a commencé, il a fait une partie de sa maison, il est venu avec sa famille, avec 3 enfants. Il était très serré avec ses enfants, bien rapprochés, bien proches. Ce qui faisait qu'il ne laissait même pas ses enfants venir jouer avec mes enfants, non. On était là, il a commencé à prendre l'eau chez moi. Moi, j'avais déjà l'eau, lui n'avait pas encore tiré. On était bien. Donc, il a commencé à prendre, il prenait l'eau, payait, à la fin du mois, il payait. Donc, comme j'avais un singe, des enfants jouaient avec. Donc, quand il s'échappait, c'était le singe mangrine, il a beaucoup grossi, il était comme un chien. Quand il s'échappait de sa cage la nuit, il connaissait ouvrir le robinet. Il ouvre le robinet. Il finit de boire de l'eau, il ne connaît pas fermer. L'eau va couler par terre toute la nuit jusqu'au matin. Donc, je me retrouvais avec vraiment des grandes factures que vraiment j'ai dû passer. Donc, une fin du mois, la facture est arrivée. J'ai trouvé de l'argent et il manquait un peu. En ce moment, lui n'avait pas encore payé l'eau. Donc, ma fille dit, oh maman, on peut aller demander l'argent que tonton l'autre nous doit, comme ça tu complètes, on paye la facture. Je dis, ah, vas-y. Donc, elle est partie, elle a demandé, elle a connu à tonton, on va payer l'eau, est-ce que vous pouvez déjà avoir? Ça ne l'avait pas plu. On va lui demander l'argent de l'eau, pourquoi? Ça ne l'avait pas plu. Il a parlé, parlé. L'enfant, je voyais, parce que ma maison est perchée, lui, il était en bas, je vois tout ce qui se passe dans sa cour. Je voyais ma fille debout devant la porte. J'entendais la voix, mais je ne savais pas ce qu'il disait, je n'entendais pas ce qu'il disait. Après, il a donné l'argent à l'enfant. Il dit, mais c'est comment là-bas, maman? Depuis que tu es parti, il dit, ah, il était fâché. Il n'a pas apprécié que j'aille lui demander. Il dit, ah, fâché comment? La facture est forte. Je voudrais prendre... Il voulait prendre sa part aussi pour ajouter, pour payer la facture. Donc, de là, ça ne l'avait pas plu. Hein. Il n'a plus jamais puisé l'eau chez moi. Il puisait maintenant l'eau chez la voisine qui était plus proche de la route. Il dit, ah, je ne vais pas chasser. C'est lui-même qui n'a pas voulu. C'est pas grave. Après, il a coupé le bonjour, ni à moi, ni à mon mari. Même les enfants avec lesquels il jouait souvent, il blaguait souvent à mes enfants. Il a coupé tout. Il ne voulait plus nous parler. Ah, c'est pas grave. Il disait qu'avec le temps, il va se calmer. On est resté comme ça longtemps, plus d'un an. On était comme ça. Dans un temps, j'ai commencé à sentir dans la nuit. À ce moment-là, on avait affecté mon mari à l'intérieur du pays. Il a dit non. Ici à Libreville, une fois tu laisses ton terrain comme ça, on guette 6 mois, 1 an, il n'y a personne. Quand tu vas revenir, tu vas trouver une maison qui a déjà poussé. Toi, va travailler là-bas. Moi, je reste ici.
à Libreville. Toi, voilà, on t'a envoyé en province. Donc, mon mari, lui, il est parti. Je suis restée avec les enfants. Donc, la nuit, vers minuit, 1h, quand on dort déjà profondément, quelque chose tombe sur la toiture. Ding! Les enfants sortent de leur chambre. Ils courent, maman, maman, maman. Ils ont peur. Donc, et c'est comme si c'était un gros oiseau. Il marche sur la toiture. Les tôles font gnos, gnos, gnos. Avec chaque pas, gnos, gnos, gnos. La première nuit, je dis, mais ça, c'est quoi ça? Donc, comme notre maison n'était pas encore complètement finie, il y avait les tuyaux PC. Long, c'était long, 2 à 3 mètres comme ça. Donc, j'avais 2 mètres. Donc, j'ai soulevé un tuyau. Donc, là où la chose là marchait, la maison n'était pas encore plafonnée. J'ai damé le tuyau là-bas. J'ai commencé à prier fort, parler, prier. J'ai acheté mon terrain. Je n'ai demandé rien à personne. Ici, c'est chez moi. Que tu sois qui ou qui, je dois de quitter chez moi. Donc, je parle comme ça. J'invoque le sang de Dieu. J'envoie le feu de l'Esprit Saint. Le feu, le volcan, l'acide céleste. Je prie comme ça. Après, ça se calme. Ça ne lâche pas. Hein? Deuxième nuit, pareil. Troisième nuit, je me retrouvais maintenant avec tous les enfants au lit. Ils ont peur. Ils disent, mais c'est pas possible. Une nuit, j'ai pris encore le truc là est encore revenu, encore taper sur la toiture. Mais le feu, le volcan du ciel, la céleste, le sang de Jésus. Prier. J'ai damé le tuyau là partout. Il marchait pour que ça soit les flèches, ça sont les armes de Saint-Michel. Je te combats avec les armes de Saint-Michel. Prier. Donc, une nuit comme ça, j'entends comme ça saute, comme un oiseau qui s'envole. Il a tapé les ailes 3 fois. Vous. Et c'est comme si, quand il s'est envolé comme ça, c'est comme si il s'est posé quelque part dans ma cour. Parce que dans la cour, j'ai les arbres fruitiers, les manguiers, les goyaviers, les bananiers, les cocotiers. Dans la cour. Il dit, où que tu sois dans mon terrain, sur mon territoire, je t'envoie le feu de l'Esprit Saint, le volcan du ciel. J'ai continué dans la prière. Après, je me suis déshabillée, nue, sur maman jumeau 2 fois. On a des coutumes, des traditions. J'ai ouvert la porte. Les gens, oh maman, tu vas où? Toi, tu n'as pas peur. J'ai dit, je n'ai pas de rien. J'ai crié au dos et dit, je n'ai pas de rien. Ici, c'est chez moi. C'est ma maison. C'est mon terrain. Je ne dérange personne mystiquement et personne ne doit me déranger aussi. Si je dois quelque chose à quelqu'un qui vienne me le demander, dans la journée, je vais lui payer. Je ne connais pas le monde mystique et que personne ne mette encore ses pieds dans mon terrain, ni le jour, ni la nuit. J'ai fini de parler comme ça, je suis sortie nue, je me suis mis dehors, j'ai crié, tourné la maison, parler. Puis je suis rentrée à la maison. Les enfants, oh maman, toi tu n'as pas peur. J'ai dit, je n'ai pas peur. Je ne dois rien à personne. Et je ne connais pas le monde mystique. Donc voilà, le matin, les enfants s'est réveillés, ceux qui sont partis à l'école, on est là. Je regarde comme ça. Une branche de mon goyavier est brûlée, bien brûlée, brûlée. Les feuilles sont mortes, calcinées, la branche est noire avec la fumée. Je dis, oh, ça c'est quoi? En bas, il n'y a pas eu l'allumage de feu, il n'y a pas eu le feu quelque part, rien. D'où vient ce feu qui brûle rien qu'une branche, une grande branche? C'est là que je comprends que, donc quand je priais, j'invoquais la nuit, quand je combattais dans la nuit, j'ai entendu comment, je peux appeler ça oiseau, s'est envolé, il a tapé les ailes 3 fois, voum. Donc c'est là qu'il a atterri. Hein. Donc quand les enfants sont venus à midi de l'école, j'ai dit, mais vous voyez un peu là-bas, oh maman, qu'est-ce qu'il y a brûlé? Tu as mis le feu, pourquoi? Il dit, c'est pas mort. C'est quoi? J'ai dit, voilà. Vous avez entendu comment le truc qui tombe souvent sur la toiture s'est envolé. Il a tapé les ailes 3 fois, donc il est venu se poser là. Le feu qu'on invoque là, ce n'est pas en vain. C'est une réalité. Donc le feu là, il a bien brûlé. Quand il s'est posé, c'est là qu'il s'est posé. Et voilà pourquoi le feu qui était sur lui a brûlé la branche.
les enfants n'en revenaient pas. Mon fils aîné me dit, maman, je simplifiais tes prières là, donc c'est vraiment fort comme ça. Il dit, vous allez voir, si c'est une personne, il tombera malade, vous allez voir. Non, le temps est passé, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quelqu'un est tombé malade, c'est qui? C'est le jeune garçon plus bas. Il est malade, malade, je ne le vois même plus dehors. Donc une nuit, je continue dans les prières, je continue toujours, dès minuit, je suis debout, je fais l'adoration, la louange, l'adoration, je rentre dans les combats. Toutes les nuits, minuit, je faisais comme ça. Une nuit, je rêve, je suis devant ma porte, je le vois venir depuis là-bas, depuis le bas, vers chez lui là. Il montait vers chez moi. Il marchait vite, vite, vite. Il avait quelque chose dans la main, je ne sais pas ce que c'était. Lui, il voulait rentrer chez moi. Dès qu'il est arrivé devant ma porte, il m'a vu. Il a fait demi-tour. Ce qu'il avait dans la main, il a posé. J'avais un vieux congélateur dans la cour, je l'avais le linge dessus. Il a déposé cette chose-là et il est parti chez lui. Quand je me suis réveillée à 3 heures, je suis encore rentrée dans les prières. Je fais le retour à l'envoyeur. Tout ce que quiconque peut déposer chez moi, dans ma maison, dans ma parcelle, retourne contre lui au nom puissant de Jésus. Je fais le retour à l'envoyeur. Retour, je ne connais pas le mal, je ne connais pas la sorcellerie. J'ai prié. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Donc, un jour, je le vois, il puisait l'eau, il y avait un lac, il y a un lac en bas. Il y a un lac plus bas, je le vois puiser de l'eau. Il a maigri, plein le corps, plein de gales. Moi, j'étais en train de fouiller les tubercules, j'avais planté les tubercules dans la cour. Quand il m'avait vu, il avait honte. Il s'était retourné de l'autre côté pour rentrer chez lui. Il avait honte. Ce qu'il faisait, j'ai dit, mais l'enfant là a quoi comme ça? Pourquoi il est devenu comme ça là? Donc, un jour, il est parti se confier à son ami, un gars burkinabé qui coupait l'herbe chez nous. Il débroussait avec sa machine. Donc, il dit au gars burkinabé, ne simplifiez pas telle personne. Hein. Vous voyez, les gens ne savent pas comment ils sont. La femme là, elle est très forte. Bien peut-être c'est le pouvoir des jumeaux. Comment elle a fait des jumeaux, je ne sais pas. Le gars lui dit pourquoi? Il dit, elle est très forte, hein? Elle est très forte. Ces prières-là sont très fortes. Très fortes. Donc, peu de temps après, le gars-là, il est décédé. Et moi, je ne savais pas qu'il est mort. Puis ça ne se parlait pas. Je l'ai vu dehors une fois. Il est mort. Donc, je voyais ses parents sont venus avec un gros camion enlever les choses, machin. Je me dis, peut-être il veut voyager, je connais. Je ne sais pas qu'il est décédé. C'est là, la voisine qui est à la sortie vient là-bas me dit, madame, est-ce que c'est que Guy est décédé? Il dit quoi? Décédé comment? Donc, elle me raconte des choses, elle me dit que tout son corps était brûlé, il avait des ampoules partout, tout son corps. On ne sait pas ce que c'est, comme si on a jeté le serpent au feu. Tout le corps était éclaté, là il meurt là. Au fond de moi, j'ai dit, mon Dieu, le feu de l'Esprit Saint, c'est ça la réalité. Mais il était déjà mort dans leur monde là-bas, il cherchait maintenant à échanger quelqu'un, il cherchait maintenant à entraîner quelqu'un. Quand il est tombé chez moi, le feu l'a brûlé. Donc, le gars, il est mort. J'ai pleuré puisque je l'ai connu et au fond de moi, je n'avais aucun problème avec lui. J'ai pleuré. J'ai appelé mon mari, je lui ai tenu au courant, il me dit, c'est pas possible. Donc, la morale de cette histoire, c'est que il faut vivre dans le sang de Jésus, il faut vivre dans la prière, les invocations à tout moment, la louange. Personne ne connaît la prière, mais la parole qui vient du fond de ton cœur, dans la pureté, Dieu écoute et il exauce. Personne ne va dire, moi je connais prier, non. Mais la parole que tu adresses à Dieu, il écoute. Le feu, moi je n'avais aucun pouvoir, je n'ai pas 4 yeux pour voir ce qui se passe dans le monde de la nuit. Donc je ne savais pas qu'il est venu, le truc qui tombait sur ma toiture, c'était lui. Donc le feu l'a brûlé. Donc, ne négligez pas la prière, ne simplifiez pas.
Tu peux être bien avec quelqu'un en journée sans savoir que lui te guette la nuit. Il attend moindre occasion pour te pénétrer. Donc, le monde où nous vivons là est difficile, très compliqué. Très compliqué. Faisons attention. Mais il vaut mieux vivre dans la prière. Dans la prière. Donc, c'est ce que je tenais à raconter. Merci pour tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Karma immédiat. Cette histoire se déroule dans la région du Sud Cameroun. C'est l'histoire d'une femme qui souffrait d'une maladie où il fallait qu'elle prenne régulièrement des médicaments. Elle a dû sortir de chez elle pour aller dans un centre, voir une agence d'opération d'argent, et elle a retiré 5 000 francs que sa fille lui avait envoyés. Au sortir de là, elle a stoppé un soi-disant moto-taximan, dont une brebis galeuse parmi tant d'autres, qui au lieu de sortir faire le service noble de moto-taximan, lui, il est là pour agresser, soutirer, violer des femmes, des jeunes femmes, voire même des fillettes. C'est donc ainsi que la femme, et généralement ces gars-là, ces brebis galeuses-là, eux, ils n'acceptent que l'interpellation des femmes. Quand c'est un homme qui les stoppe, il ne s'arrête pas, parce qu'il sait ce qu'il va aller faire avec la femme devant. C'est ainsi que, comme je disais tantôt, la femme le stoppe donc. Il s'arrête, la femme lui donne la destination et la femme lui fait comprendre qu'elle a un billet de 5 000 francs. Vu que la destination où il devait laisser la femme était un tarif de 200 à 300 francs, la femme lui fait donc comprendre que par rapport à son gros billet, qu'il prenne plutôt 500 francs, oui, au lieu de 200 ou 300, comme le tarif normal l'indique. Le chauffeur de la moto n'a rien dit. Il a simplement attendu que la femme monte sur sa moto. Il a démarré. Ils ont roulé, arrivé donc maintenant à l'endroit, donc au bosquet, avant la destination finale, donc à quelques mètres de la destination finale. Il s'arrête. Il dit qu'il ne peut plus continuer, que la femme devait lui payer. La femme lui demande que mais la destination est juste là à 50 mètres. Arrive normalement et je te donne ton argent. Le monsieur dit non, moi je ne continue plus. Je ne continue plus. Il a inventé une histoire comme quoi on a l'habitude, il a déjà eu des agressions là-bas, même en journée, il ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Enfin, il dit, mais fallait me dire ça depuis quand j'étais stoppé. Moi, j'allais prendre une autre personne. Il dit à la femme qu'il ne veut rien entendre, qu'il veut son argent. Il est arrivé. Il ne veut rien entendre, il ne veut pas répondre à la femme, que la femme lui donne son argent. La femme prend, elle dit, bon, moi, je ne veux pas discuter. Bon, ça va comme ça, la conversation là s'arrête là. Elle enlève dans les 5 000, elle lui tend les 5 000. Quand elle lui tend les 5 000, le monsieur dit, en plus, vous avez même un billet de 5 000 francs. Mais la femme me dit que, mais je t'avais prévenu. Je me suis dit non, moi je ne me souviens pas que vous m'avez prévenu que vous avez un gros billet. Et dans ce bosquet, je ne vois pas où je vais aller faire la monnaie. Donc je ne peux pas non plus aller faire la monnaie pour vous. Qu'est-ce qui ne me dit même pas que vous êtes même une malfrat? La femme dit, mais qu'est-ce que tu racontes comme ça à mon frère? Il dit non, moi je ne peux, comme vous dites, je ne peux pas aller faire la monnaie pour vous et je ne peux non plus vous laisser avec mon argent. C'est où il a démarré sa moto. La femme dit, ce que tu es en train de faire là, moi je suis maladif. Si tu pars avec cet argent-ci, je ne sais pas comment il va faire. C'est peut-être la maladie va se m'emporter puisque l'argent est incomplet. Je dois encore chercher à compléter cet argent pour acheter mes médicaments. Le monsieur, est-ce qu'il voulait entendre ça? Il a démarré sa moto, il est parti. La femme est restée là, les mains sur la tête, en train de crier, rembourse mon argent, pardon, ne fais pas ça mon frère, ne fais pas ça. Le monsieur, il a démarré, le motoman a démarré sa moto. Il est parti. Mais là, il y avait un monsieur qui venait. C'est sûr que c'est même ce qui a fait même que le motoman démarre pour s'enfuir. Il y avait un monsieur qui venait. Il voyait la scène, il voyait les altercations, il voyait les gestes de discussion entre la femme et le motoman qui venait de s'en aller. Il vient lui demander à la femme lui raconte l'histoire. Plein de compassion pour la femme.
Il a dit que bon, qu'elle remet seulement entre les mains de Dieu. Voilà 5000 francs. Il a enlevé 5000 francs, il a donné. Lui aussi, il a avancé un peu. La femme l'a infiniment remercié. La femme est partie. Il a donc avancé quelques mètres plus haut. Il a donc pris aussi une autre moto pour s'en aller vers la ville. Et maintenant, en roulant pour partir vers la ville, il voit une altercation comme quoi il y avait un accident. Quand il approche, la moto s'arrête. Sa moto qui le conduisait en ville s'arrête. C'était quoi? C'était un camion et une moto qui venaient d'entrer en collision. Quand vous dites un camion et une moto, vous-même vous savez ce que ça peut donner. Qui venaient d'entrer en collision, ils n'ont pas fait un face à face. Ils sont arrivés au niveau de Dodane. En arrivant au niveau de Dodane, la moto qui fuyait sa scène qu'il venait de faire derrière a voulu doubler le camion de l'arrière. Mais en voulant doubler le camion, il a vu un véhicule qui venait. En rabattant, donc il paraît bien que le chauffeur du camion ne maîtrise pas bien la route, donc il a été suivi par les Dodane. En rabattant maintenant, c'est où le chauffeur du camion a brusquement freiné. Imaginez vous-même, il est entré sous le camion. Donc le camion l'a d'abord frappé, c'était un plateau. Le camion l'a d'abord frappé, donc il est entré en collision, le camion l'a d'abord frappé, comme quoi ça a cassé, ça a broyé sa tête, il est tombé maintenant. En tombant, il est allé sous les pneus arrière, le camion l'a broyé, comme vous dites, broyé, pas d'arachide. Quand le monsieur vient maintenant regarder, il se rend compte que c'est le motoman, le mototaximan qui discutait avec la femme, les mêmes habits, la même moto et tout. Il a seulement mis les mains sur la tête. C'est où il a commencé à raconter l'histoire que voilà ce qui est arrivé derrière, que ce motoman-ci qui est maintenant ici en pas broyé, qui est rejeté en pâte d'arachide là. Voilà ce qu'il a fait là-bas derrière. Les gens qui avaient même la compassion, les gens qui commencent à pleurer pour lui, que les gens sont même quittés, que ça c'est le karma de Dieu, que il a accueilli ce qu'il méritait. Donc la morale de l'histoire est que quand vous sortez pour faire votre travail, quand on sort pour faire notre travail, faites votre travail dans la justice, dans la vérité. Ne sortez pas pour aller faire un travail, vous prenez le don d'un travail pour aller salir les autres qui font noblement ce travail, alors que vous ce n'est qu'une couverture pour faire vos actes sataniques derrière, vos actes maléfiques derrière. Comme les gens l'ont dit, il n'a que eu ce qu'il méritait. Et comme la femme disait quand il fuyait, que je te remets entre les mains de Dieu pour ce que tu es en train de me faire. Et voilà donc la justice de Dieu. Pour vous dire aussi que la justice de Dieu est plus grande que celle des hommes. Voire sa vengeance est plus terrible que la vengeance des hommes. C'était l'histoire que je tenais à partager à la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu, depuis la ville de Kribi. À vous de liker, de commenter et de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain, ça ne veut plus de monde parallèle, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour une nouvelle histoire mystique.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou DMG, coucou à la communauté de DMG. Je vous reviens pour une nouvelle histoire. C'est l'histoire de un grand-oncle à moi. Voilà, ça s'est passé tout récemment, là, il y a moins de 2 mois. Alors, c'est un grand-oncle qui était dans un campement très éloigné et il sortait avec une jeune dame. Genre amour de jeunesse, quoi. Et après ça, il est allé à la ville, aller se chercher et tout et tout. Et il a rencontré une autre femme là-bas avec qui il a eu 2 enfants, dont le dernier à peine 8 mois. Et de retour dans le village, dans le campement, il recroisa la jeune dame. Sauf que la jeune dame était, bon, on va dire en couple avec un monsieur qui était réputé dans la zone pour être quelqu'un qui fait beaucoup de médicaments, beaucoup de pratiques mystiques. Voilà. C'est ainsi que le monsieur a constaté que mon grand-oncle, là, avec sa chérie, entretenait des relations. C'est ainsi que le monsieur est venu voir mon grand-oncle et il lui a dit: Eh monsieur, tu as quitté en ville là, il faut laisser ma femme. Et mon grand-oncle lui dit: Ah, mais tu l'as mariée où? Tu l'as mariée où? On m'a pas dit qu'elle est mariée, comme ça, comme ça. Et le monsieur maintenant dit à mon grand-oncle que je t'ai prévenu, je t'ai dit de laisser cette femme. Ok? Si tu ne la laisses pas, tu vas voir. Et la fameuse phase, tu vas voir. Méfiez-vous de ça. C'est ainsi que le grand-oncle a dit: Mais toi, tu peux me faire quoi? Toi, tu peux me faire quoi? Il a commencé à discuter avec le monsieur. Discuter. Toi, tu peux rien me faire. Tu peux rien créer. Tu peux rien faire du tout. Ok. Donc, maintenant, a commencé à se chamailler avec le monsieur et tout et tout. Et ses amis sont venus: Ah non, frère, non, ne te dispute pas avec lui, ne te dispute pas avec lui, ok, laisse tomber. Pendant ça, mon oncle a laissé tomber. Quelques jours après, ou pas quelques jours, quelques semaines après, il ressentait une fatigue vraiment très intense. C'est les gens du village, je s'est dit: Ah non, c'est un petit palu qui est en train de me fatiguer. Attends, je vais prendre les plantes. Il a pris les plantes, tout. Mais ça n'allait pas. Il est venu en ville. Quand il est venu en ville, il a commencé à faire des examens et tout. On lui disait que non, il n'y a rien et tout. Donc il se disait: Ah, mais il y a quoi? Et puis je suis fatigué, je ne me sens pas bien, on trouve rien, tout ça. Une semaine après, il revient en ville et il devait aller à un deuil. Vraiment, il a piqué une crise. Une de ces crises-là, on l'envoie à l'hôpital. Il a fait 3 jours à l'hôpital et il est décédé. Donc, ses obsèques se tiennent là, il y a 2 à 3 jours. Et pendant ces obsèques, alors là, c'était quelque chose de grave. Les vaillants, les très très vaillants jeunes qui étaient chargés de porter le cercueil n'arrivaient pas du tout à faire avancer le cercueil. Ça veut dire quand ils se mettaient là à partir, le cercueil reculait. Ils se mettaient à partir, le cercueil reculait. Le cercueil ne voulait pas du tout rentrer dans la tombe. Et après plusieurs bavardages, cérémonies, ils lui ont mis le couteau dans le cercueil. Voilà que si c'est quelqu'un qui t'a fait ça, reviens pour lui et tout. Voilà. C'est la fin de l'histoire. Finalement, on a pu l'enterrer. Moralité de l'histoire, écoutez, ne touchez pas ce qu'il y a à autrui. Voilà, tout simplement. Et quand quelqu'un qui te dit oui, tu vas voir, si tu n'es pas armé spirituellement, évite-le.
Franchement, évite cette personne. Évite cette personne. On parle de quelque chose qui s'est passé il y a moins d'1 mois. Ça veut dire que ces choses-là, ça va toujours se passer. Prenons nos dispositions et puis vraiment, méfions-nous. Voilà, c'était tout pour l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager la chaîne. Parce que c'est dans les partages que nous, on a connu la chaîne de DMJ. Donc, n'hésitez pas à partager. Bye bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.